20h sur Eden Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, Nazer Ounopé n'est plus le chef de la police républicaine. Il a été remplacé ce jour en Conseil des ministres par Soumaïla Yaya. Toujours dans l'actualité, les ministres de la Culture et de la CEDEAO ont discuté ce jour à Cotonou de la restitution des biens culturels africains. Et puis en interactualité, des équipes de l'Organisation mondiale de la santé vaccinent des personnes qui ont été en contact avec le premier cas d'Ebola enregistré à Goma, en République démocratique du Congo. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le Conseil des ministres est réuni ce mercredi 17 juillet 2019 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. À cette occasion, plusieurs décisions ont été prises. Il s'agit entre autres de la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord bilatéral entre le Niger et le Bénin sur la construction d'un pipeline. Le Conseil a en outre prononcé plusieurs nominations suivantes. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord bilatéral signé entre la République du Niger et la République du Bénin dans le cadre de la construction et de l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des statuts de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes et nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale de mécanisation agricole. Dans le cadre du fonctionnement régulier des institutions de la République, et en vue d'assurer le renouvellement à bonne date de leurs membres, le Président de la République, après consultation du Président de l'Assemblée nationale, a procédé à la nomination de M. Rémi Prosper Moretti en qualité de Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour le compte de la 6e mandature. Par ailleurs, sont nommés membres de la 6e mandature du Conseil économique et social au titre du Président de la République, M. Léonard Vincent Florent Agbo, M. Chabi Maurice Katocha, M. Benoît Sakou. Au titre du Bureau de l'Assemblée nationale, M. David Dansou, M. Eugène Dossoumo. Au titre des catégories socio-professionnelles, organisation d'employeurs, M. Nicolas Adabé, M. Thomas Agbotousso, M. Philippe Johnson, M. Albin Féliho. Syndicat des travailleurs, M. Anselme Amoussou, M. Moudachirou Bachabi, M. Noël Chadaré, M. Emmanuel Zounon. Association de développement, M. Issifou Sidi, M. Noubaye Mpossi, M. Tabé Bian, M. Nestor Wadagny, M. Olagoke Aruna Lawani, M. Soumanou Oke. Organisation d'artisans, M. Soufianou Imoru, M. Kokou Sylvain Segla. Organisation d'artistes et d'animateurs culturels, M. Claude Balogou. Fédération sportive, M. Léonide Baguidi, M. Nathanaël Koti. Représentants des professions libérales, Madame Christiane Paraíso, M. Franck Carlos Assoba. Organisation de chercheurs, M. Aristide Agbokounou, Madame Micheline Beha. Organisation de personnes exerçant des activités sociales, M. Victor Bedo, M. Vincent Koba. Enfin, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, sur proposition du ministre, le contrôleur général de police Soumaïla Alabi Yaya est nommé directeur général de la police républicaine. Ouverture ce mercredi de la réunion des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre vise l'adoption d'un plan d'action pour la restitution des biens culturels africains. Reportage Horacia Djodji. La réunion des ministres de la Culture de la CEDEAO qui s'est tenue ce 17 juillet à Cotonou fait suite à celle des experts culturels organisée en avril dernier. Elle a pour objectif d'approuver la politique culturelle régionale et son plan d'action, d'adopter le plan d'action régional pour le retour des biens culturels africains dans leur pays d'origine. Une initiative engagée par plusieurs pays et soutenue par l'UNESCO. Doter l'espace CEDEAO d'une politique culturelle régionale donne à cette conférence toute sa pertinence et constitue de ce fait un acte salutaire qui sera inscrit en lettres d'or
dans les annales de l'histoire de notre espace. C'est l'occasion de saluer la vision et l'engagement de nos chefs d'État, qui restaurent par leurs actions, et ce de façon progressive et irréversible, la culture dans ses rôles traditionnels et historiques. Un des défis à relever sera celui de la mobilisation des fonds au niveau national d'abord pour la mise en œuvre. L'UNESCO se tient prête à vous appuyer pour relever ces défis en partenariat avec la CEDEAO, l'UEMOA et les autres. Le Bénin est le premier pays de la sous-région à demander la restitution de ses biens dans son patrimoine. Il sera suivi d'autres pays africains. Une démarche qui ne pourrait aboutir sans un instrument régional probant, d'où l'importance de cette rencontre, selon le ministre des Affaires étrangères. Il faut souligner que la multiplication des demandes officielles de restitution se heurte à l'absence d'un instrument international sur la question qui pourrait retarder ou peut-être complexifier le règlement. C'est donc heureux que dans le cadre de la CEDEAO, nous ayons une posture de précurseur pour pouvoir arriver à mettre en place un tel instrument. Il est important aussi de souligner que la coopération politique, la coordination des actions, l'élaboration et l'adoption d'un instrument international restent essentielles pour mener à bien cette lutte pour la fin de la captivité des mémoires africaines. Les conclusions de ces travaux seront soumises au chef d'État de la CEDEAO pour validation. Le projet de reconstitution des actes de naissance lancé par le gouvernement béninois à l'endroit des populations a pris fin ce jour. L'opération qui a duré 16 jours sur toute l'étendue du territoire national a connu l'enrôlement d'un grand nombre de personnes. Plus de détails dans ce reportage. Débuté le mardi 2 juillet, le projet de reconstitution des actes de naissance, communément appelé PRAN, devrait prendre fin ce mercredi 17 juillet 2019. Un tour dans quelques arrondissements de la ville de Cotonou et le constat est le même. Une foule en attente de se faire enregistrer. Faïzou Abdoulaye Zakari, le seul agent recenseur de l'opération rencontré au siège du 13e arrondissement, fait le point du travail abattu. Actuellement, on a enrôlé ici 3280 personnes. Là, on a plusieurs difficultés d'ailleurs. Il y a d'autres qui ont été recensés entre-temps lors du RAVIP avec les fiches de naissance. Maintenant, ils n'ont pas compris que pour cette opération, pour cette phase, c'est rien que l'acte de naissance et le récépissé RAVIP qu'on doit prendre. Donc, ils viennent toujours avec les fiches de naissance, ils restent là du matin jusqu'au soir. Et c'est une fois que leur tour arrive, une fois devant moi, qu'on constate et je leur dis voilà, la fiche de naissance n'est pas prise pour cette opération. Ils sont frustrés, ils s'en vont. D'autres aussi qui ont fait le RAVIP avec la carte LEPI. La carte LEPI et d'autres avec la carte d'identité. Ils viennent aussi parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Ils viennent, je ne peux pas les prendre. Les populations massivement sorties pour se faire enrôler demandent au gouvernement de proroger la date de clôture de l'opération au regard de l'importance que revêt le projet de reconstitution des actes de naissance. Moi, je suis venu, je suis 142e. 142e personne. Ouais, même si on prend 5 minutes par personne, ça fait près de 710 minutes. Ouais, ce qui dépasse déjà 12 heures de temps à passer ici. Alors que je ne suis pas le dernier. Donc 12 heures de temps, sur 8 heures que l'on doit faire ici, ça veut dire que vraiment le délai imparti est insuffisant pour le travail à faire. Donc on demande alors à l'État et au gouvernement pour qu'ils ajoutent un peu plus de temps pour donner la chance à la majorité d'être enrôlés. C'est bon parce que ça permet à ceux qui n'en ont pas d'être à la possession de la souche. Mais la durée, c'est insuffisant. Si l'État peut encore augmenter la durée, ça peut nous permettre de nous enregistrer plus. Nous avons commencé ceci depuis le 1er jusqu'à aujourd'hui. Selon les informations, ceci sera clôturé aujourd'hui. Mais vu l'effectif, vu la marge que nous sommes et vu la disponibilité de tout un chacun de nous, nous souhaiterons bien que M. le Président puisse nous aider à prolonger un peu la durée afin que tout le monde puisse établir cette chose. C'est le même son de cloche que Barthélémy Agbangla, le chef division état civil du 13e arrondissement, lance à l'endroit des autorités. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Aujourd'hui étant le dernier jour, je crois que l'agent chargé de l'opération ne peut pas arriver à bout. Il y a une multitude de personnes qui attendent.
Et il y a un certain nombre de gens qui le reçoivent par jour. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il pourra recevoir tous ceux-là que nous voyons dans la cour. Je ne crois pas. Donc, il faut encore s'il faut encore voir dedans, comme les gens disent, pour ajouter quelques jours, pour que tout cela soit satisfait. Rappelons que le projet de reconstitution des actes de naissance est une initiative du gouvernement béninois visant à donner la chance à chaque citoyen d'avoir la souche de son acte de naissance. Aujourd'hui, mercredi 17 juillet 2019, les emojis retiennent l'attention dans le monde des internautes, jouant désormais un rôle très important dans la rédaction des messages sur les différents réseaux sociaux. On s'interroge sur les conséquences de l'utilisation de ces petits bonhommes et dessins qui expriment des émotions, voire toute une pensée sur ces utilisateurs. Réponse dans ce reportage de Fontenelle-Ressou, dit par Laurent Roland Kodjo. Toneinkes. Les petits bonhommes à tête jaune et grand sourire que l'on appelle communément les emojis intégrés dans les smartphones font partie du quotidien de plusieurs jeunes aujourd'hui. Ils permettent de traduire un état d'âme. L'emoji exprime un sentiment, une expression faciale sous forme de visage, un animal, un objet ou encore un concept. C'est beaucoup plus rapide de dire à quelqu'un que ton message est lu et approuvé, que c'est un message qui fait rire. La même chose, ça permet de dire à la personne que ton message n'est pas le bienvenu, ainsi de suite. Ça permet de peu écrire et de s'exprimer de façon ponctuelle et rapide. La jeune génération ne mesure cependant pas les impacts qui pèsent sur l'utilisation de ces emojis de façon fréquente et en particulier sur l'écriture. On a comme le sentiment que la jeunesse échappe en réalité à l'écrit, au vocabulaire nécessaire qu'on doit exprimer. Et les mots, on ne sait plus vraiment écrire les mots. Les mots qu'on devait écrire, on oublie. On commet exagérément des fautes. Si on devrait faire une étude à long terme, on va voir que plus les jeunes vont utiliser des stickers, on va moins trouver des écrivains dans ces groupes de jeunes-là. Donc la conséquence, ce n'est pas forcément aujourd'hui, mais dans les années à venir, ça va impacter sur la manière d'écrire des jeunes. Ça va faire tache dure. Donc il faut très peu utiliser les stickers. Il faut écrire, il faut lire aussi. Des fois, on ne finit pas à lire le message, on met les stickers. Des fois, c'est à la fin ou bien vers la fin que vous allez comprendre le message que la personne transmet. Et vous mettez derrière le sticker. Celui qui suit aussi va mettre des stickers et finalement, vous n'allez pas vous comprendre. En utilisant trop ces symboles pour pouvoir répondre à... Moi, personnellement, là où je suis ici, je déteste ça. Parce que plus tu utilises des choses ou l'abréviation, ces genre de choses vraiment à un niveau donné, le jour que tu vas vouloir écrire le mot, même tu seras incapable. L'usage des emojis nécessite toutefois un minimum de complicité entre l'émetteur et le destinataire. Lorsqu'on ne connaît pas son interlocuteur, mieux vaut se garder de cet usage et préférer s'exprimer en écrivant correctement les mots, car opter pour les emojis contribue à oublier de manière progressive les subtilités de l'orthographe, de la grammaire ou du vocabulaire. Dans un autre registre, le ministre en charge des infrastructures et des transports a procédé hier mardi au lancement des travaux d'aménagement et de bitumage des routes Ketu, Idigny, Bodja, Save et Save au Kéo, frontière de Nigeria. Le financement brésilien est de 105 milliards de francs CFA avec le budget national à hauteur de 6 milliards de francs CFA. On retrouve Amen Didier Rompenouji et Romaric Devauchier pour plus de détails. C'est l'entreprise brésilienne Consorcio Constructora de Estradas, CCE, qui se chargera des travaux de bitumage de cette infrastructure routière entre Ketu et Save, longue de 85 km 800, avec des bretelles Omuiladi, Mosugabe, Ayekotonia, 26 km, et Save, Okeo, 27 km 500. Une grande réalisation routière qui, une fois achevée, va desservir le sud et le centre via le septentrion. Le maire de Ketu et le préfet du plateau n'ont pas manqué de souligner l'importance de cet axe routier. La réalisation de cette route permettra de désenclaver les populations situées tout au long de ce tronçon jusqu'à la frontière du Nigeria et à
à Saverne. Le directeur des infrastructures viendra mettre l'accent sur les dimensions et les caractéristiques de cette route. Une chaussée de 7 mètres de large, constituée de 2 voies de 3,50 m chacune. Et puis, dans les agglomérations de Kétou et de Saverne, nous aurons une structure en 2 fois 2 voies. L'ambassadeur du Brésil près le Bénin ne manquera pas de souligner le renforcement de la coopération entre nos deux pays à partir de cette infrastructure routière dont le financement est brésilien, soit 105 milliards de francs CFA, dont 5 milliards de contributions béninoises. Je me réjouis donc d'être parmi vous en cette circonstance pour célébrer un événement qui va certainement contribuer à renforcer davantage les relations entre le Brésil et le Bénin. Le ministre en charge des infrastructures et des transports, Alassane Seydou, prenant la parole, va reconnaître la valeur commerciale de cette infrastructure routière. Les routes Kétou, Idigny, Ibodia, Saverne, 85,8 km. Omu, il a dit, Mossou Kabé, Ayet, Kotonia, 26,6 km. Et Saverne, Okewo, frontière Nigeria, 27,5 km, constitue un maillon très important du réseau routier national et pour les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. L'autorité ministérielle rassure l'entreprise brésilienne de la disponibilité de notre pays, le Bénin, et surtout des populations à leur faciliter la tâche pour une réalisation concrète de cette infrastructure routière. Je puis rassurer l'entreprise de tout le soutien du gouvernement et des autorités locales pour que son expertise conduise à la réalisation d'une infrastructure de qualité conforme aux prescriptions du cahier des charges. La pose de pierre de lancement de cette infrastructure viendra achever cette cérémonie et permettra à l'entreprise brésilienne de disposer d'environ 3 ans pour achever cette infrastructure routière. Et vous le savez déjà, l'ancien ministre du Développement de l'ancien et de l'ex-président de la République, Thomas Boni Yayi, Marcel Desouza, frère aîné de Chantal Yayi, est décédé ce mardi 17 juillet. Originaire de Ouida, il est aussi le neveu de feu Monseigneur Isidore Desouza, ancien archevêque de Cotonou, ancien président de la commission de la CEDEAO. Marcel Desouza a tiré sa révérence à Paris des suites d'un arrêt cardiaque. Et puis en interactualité, 13 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un logement de 3 étages après des pluies torrentielles dans le centre du Nigeria, ont annoncé les secours mardi. Les opérations de secours ont continué toute la nuit pour fouiller les décombres après la destruction du bâtiment lundi dans la ville de Jos. Les corps de 13 personnes ont été retrouvés, tandis que 7 survivants sont soignés à l'hôpital, a affirmé à l'AFP un responsable de la Croix-Rouge sur place. Écoutons. J'étais dans le magasin comme mon père quand tout à coup, on a vu l'immeuble s'effondrer. Je me suis levé et j'ai essayé de courir. Je suis tombé, je ne pouvais plus bouger mes jambes. Ce qui est arrivé à nos voisins et à nos proches est affligeant. La maison dans laquelle ils vivaient s'est effondrée et des habitants ont été tués et blessés. Chute des investissements, suppression d'emplois, hausse du prix des carburants et de l'électricité. Dans un climat économique fragile, l'industrie sud-africaine craint le pire de la nouvelle taxe carbone, malgré son montant extrêmement faible. En dépit de la forte résistance de gros émetteurs de CO2, l'Afrique du Sud, 14e pollueur du monde selon Greenpeace, est devenu le 1er juin le premier pays du continent à introduire une taxe carbone entièrement à la charge des entreprises. Suivons plutôt. Je pense que l'enjeu d'une transition juste est important,
en particulier les travailleurs à faible revenu ou ceux qui travaillent dans les mines de charbon. Ils ne devraient pas porter le poids des politiques contre le changement climatique. Cette charge doit être partagée. Nous employons environ 400 personnes. Si la taxe carbone arrive à un niveau où on n'a pas les moyens, il n'y a pas d'autre moyen de réduire nos émissions. Nous serons tout simplement forcés de fermer notre usine. Et ça voudrait dire la perte de 400 emplois. Dans la situation actuelle, pour les 3 prochaines années, on aura une taxe qui envoie un signal, mais qui ne contribuera pas vraiment à réduire les émissions. C'est ce qui nous inquiète. Et quand on regarde le délai qu'on a, on a l'impression que ce sont 3 ans de perdu. On ne peut pas vraiment se le permettre. Pour un producteur local, la question apparaît quand la taxe carbone devient trop élevée. Plus est-ce que j'importe ou est-ce que je produis plus? Si le coût de production est trop élevé avec la taxe carbone, je ne vais pas produire, je préférerais importer. Nous voulons que le gouvernement et les industriels se concentrent sur le réchauffement climatique et comment y faire face. Mais nous voulons un plan de transition juste qui réformera les travailleurs affectés, leur trouvera de nouvelles opportunités économiques et aidera à créer de nouvelles industries écologiquement durables comme le recyclage de l'eau, les énergies renouvelables, les véhicules électriques, les terres agricoles. Des équipes de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, vaccinent des personnes qui ont été en contact avec le premier cas d'Ebola enregistré à Goma, en République démocratique du Congo, décédé lors de leur transfert vers l'agglomération de Butembo. Et qu'on vient d'amener les vaccins, nous aussi, il faut qu'on parte prendre les vaccins, qu'on soit vaccinés. Donc, hier, officiellement, on a commencé la vaccination dans la communauté autour de ce cas. Et on a eu pas mal de contacts à OSK et leur famille. Donc, jusque-là, jusqu'à maintenant, là, on est à plus de 150 personnes vaccinées. C'est le même vaccin actuellement, depuis la Guinée, l'Afrique de l'Ouest, de l'Équateur, Mbandaka, Beni, Butembo. C'est le même vaccin qu'on est en train d'utiliser ici, qui a déjà fait ses preuves. Donc, on n'a pas changé de méthode. Les forêts en Islande sont si rares ou si jeunes que selon une plaisanterie continue de tous, il suffit aux promeneurs perdus au milieu des bois de se mettre debout pour se repérer. Autrefois, peuplée de forêts depuis rasées par l'arrivée des Vikings, l'île se lance aujourd'hui dans un nouveau plan de reboisement sans précédent au nom de la biodiversité et du climat. Sujet. Connue pour ses paysages lunaires plus que pour ses forêts, l'Islande est le pays le moins boisé d'Europe. Des projets sont en cours pour reboiser l'île menacée par l'érosion. À Fnarsandur, dans le sud-ouest du pays, 6000 hectares de sable noir et de basalte commencent à accueillir de jeunes arbres pour lutter contre les tempêtes et stimuler la biodiversité. C'est l'un des pires exemples d'érosion du sol en Islande à basse altitude. Ici, à Hafnarsandur, nous prévoyons un reboisement pour stabiliser le sol et protéger la ville voisine. Au IXe siècle, l'Islande était peuplée de bouleaux faisant rempart contre les tempêtes. Dès leur arrivée, les Vikings ont rasé les forêts pour en faire des pâtures et du bois, ils en ont fait des habitations. Mais depuis la seconde moitié du XXe siècle, les Islandais tentent d'inverser le cours des choses. Une tâche difficile dans un milieu où les arbres poussent plus lentement qu'ailleurs. Ce qui a principalement nui à la croissance des forêts ici, ce sont les températures basses et la fraîcheur des étés. Mais nous nous rendons compte que cela évolue à cause du changement climatique, à cause du réchauffement planétaire. Pour faciliter l'élimination du carbone dans l'air, l'Islande cherche à diversifier ses forêts naissantes. Des dizaines de pépinières comme celle-ci, à une centaine de kilomètres de la capitale Reykjavik, font pousser différentes variétés d'arbres. Jusqu'à 900 000 jeunes peupliers et pins y sont cultivés chaque année.
Le pin et l'épicéa sont aussi issus de graines islandaises. À l'origine, ils viennent d'Alaska. Mais nous avons maintenant des arbres de 30, 40, 50 ans, donnant des graines que nous collectons et que nous utilisons pour la production de plants. L'Islande a fait du reboisement une priorité dans la lutte contre le dérèglement climatique. Elle veut réduire de 40% d'ici à 2030 ses émissions nettes de gaz à effet de serre pour respecter l'accord de Paris. Un travail de longue haleine, car pour l'heure, seul 0,5% de l'île est boisée. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure à 20h30 votre feuilleton Eva Luna.